Chapitre 92 du Cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Le chapitre s'intitule La galerie de la mort. Ma belle Anna, j'en viens à souhaiter que mes lettres précédentes se soient perdues, tant je veux qu'aucune plainte vers quoi que ce soit, vers qui que ce soit, ne puisse s'immiscer dans les pensées que j'éprouve pour toi, ne puisse ternir le fluide merveilleux qui me relie à toi et qui te relie à moi. Aucune ombre, jamais. Anna n'est qu'espoir, beauté, âme pure. Cette séparation qui dure, désormais, n'est que sourire, car là où je suis, tu es, plus présente que je. En parvenant au col de Gulkujaro, Isco comprit tout de suite que les prochains jours seraient difficiles. L'instinct. Vu de la montagne, le campement en contrebas paraissait abandonné. Pourtant, en cette période de l'année, on aurait dû y voir des rennes, des traîneaux, des enfants en train de jouer dans la neige, des femmes assises au soleil de printemps en train de coudre des vêtements, des peaux tendues en train de sécher. Rien de tout cela. À la longue vue, Isco aperçut les tas de cailloux en partie enneigés des sépultures au bord de la rivière gelée qui traversait le camp. Les tentes n'avaient pas été touchées. Elles s'étaient écroulées avec le temps. Personne n'avait osé récupérer les matériaux pourtant si difficiles à se procurer. Ni la toile, ni les perches en bois qui servaient de structure. La malédiction avait écarté les pires. Là-bas, en remontant la rivière, juste avant le coude qui disparaissait derrière cette montagne. La vallée s'étalait à ses pieds. La montagne en face était une succession de cols et de sommets qui barraient tout l'horizon derrière lequel filait la Norvège. Sur leur droite, les deux tentes qu'Isco venait d'apercevoir, d'où s'échappait de la fumée. La neige recouvrait encore tout le paysage, mais le soleil commençait enfin à chauffer le corps. Cette sensation à nul autre égale, les premiers picotements. Il respira à fond. Il manquait encore les 1000 odeurs qui, dans quelques mois, quelques semaines peut-être, sonneraient le temps de la victoire de la nature. Ces instants où Isco se disait que le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Un moment éphémère qu'il ne fallait pas laisser échapper. Car la vue du camp aux temps écroulés racontait la misère, la peur, l'abandon de Dieu. Qu'importent les croyances, aucune n'avait cours ici. 1 heure plus tard, il parvint à proximité des colonnes de fumée. Après avoir passé un dernier amoncellement de rochers qui les cachaient, Isco cria pour s'annoncer. Un cri lui répondit. Puis il la vit arriver en courant à sa rencontre. Aïla était au rendez-vous. Il fut troublé en la prenant dans ses bras. Elle avait déjà 30 ans et ressemblait tant à Alaya. « Tu as pris ton temps. Nous sommes ici depuis 1 semaine. » 1 semaine à proximité de ce camp mortifère. Tu ressembles encore plus à ta grand-mère. Mais tu as la langue mieux pendue qu'elle. Elle parlait peu. Je parle trop ? Tu parles bien. Ils marchèrent, heureux d'être ensemble, alors qu'ils se connaissaient si peu. Tu n'as pas de mari ? Non, tu parles trop. Les autres occupants les attendaient au pied des tentes. Aslak, la vingtaine, l'air rêveur. Eret, le vieux Eret, fidèle, plus quelques autres qui suivaient. Il crut reconnaître un homme du clan Kieri, bien loin de son territoire. Le fils de l'un de ceux qu'il avait vu la première fois où Sakar l'avait emmené dans leur montagne reculée. Eret s'avança vers Isco. Il tenait entre les mains un sac en peau de reine. Tout y est. Isco ouvrit. Les parements de ceinture, les broches, toutes les pièces marquées du sceau de Marie avec sa couronne de reine du ciel. Ce qu'il avait pu sauver des saisies par les pasteurs et marchands du réseau de Pont-à-Nuit. Il tira son pendentif, sourit, le remit dans le sac. Aslak s'approcha, sortit le pendentif et le remit autour du cou d'Isco. « Nous n'y sommes pas encore, » dit le jeune homme. Isco hocha la tête. Aslak avait raison. « Mais j'ai gardé ton harpon à la montagne de Sakar. Il est chez lui, là-bas. C'est bien. » Isco tendit le sac à Eret, qui le referma. Isco lui posa la main sur l'épaule pour le remercier.
Étrange relation. Les deux hommes se connaissaient depuis si longtemps. Isco aurait bientôt 59 ans. Ils s'étaient vus la première fois quelque 30 ans plus tôt, quand Eret, guide buté, avait tenté de protéger un lieu de culte d'un projet de chapelle, et lui avait offert sa fille. Son visage tanné et fripé, fin et sobre, s'éclairait rarement. De sa fille, qu'Isco avait refusée, Eret ne lui avait jamais reparlé, comme si elle avait disparu de sa vie. Au lieu de cela, il veillait sur Aïla, la petite fille de son rival, Davet, comme si elle avait été la sienne. Eret était à l'image de ces lapons que les temps nouveaux bousculaient sans ménagement. Il avait été expulsé de sa Silda, en perdant son rôle de chef, lorsque les réquisitions successives de ses reines avaient fini par le mettre à genoux. Mais il n'avait jamais sombré dans la mendicité. Il avait reconstitué un clan errant, poussant son troupeau de reines qui était devenu sa vraie, son unique maison. Un clan insaisissable, qui échappait à toute emprise. Heureusement que je t'avais remis le sac et dit de partir très tôt, dit Isco. Ils ont contrôlé les paquets de tout le monde. Sari était en colère de ne rien trouver. Eret hocha la tête. Il va falloir se mettre en route. Si je reste absent trop longtemps, cela va éveiller les soupçons. Isco se tourna vers Aslak. Tu as décidé? Les yeux d'Aslak, dirigés vers les sommets, semblaient voir au-delà de l'horizon, comme si son esprit reconnaissait le terrain, loin là-bas, et qu'Isco attendait son compte-rendu pour se décider. Il resta silencieux, visage offert à la brise fraîche qui virevoltait dans la vallée. En face de la mine abandonnée, dit enfin Aslak. Autour d'eux, tout le monde sembla approuver. Par son choix, Aslak faisait preuve de sa hauteur d'âme. Sakar aurait été fier, Darja aussi. La soirée était très avancée. Le soleil glissait doucement sur l'horizon. La mine dont Isco avait dressé la carte et l'accès, des années plus tôt, était restée maudite depuis son abandon. Victime du fluide mystérieux qu'avait évoqué Sakar dans une prophétie, peut-être. Du sort jeté par un chaman noir. Eret et les autres lapons demeurèrent prudemment en retrait, montant l'étang sur un versant tourné vers la nuit. Une large coulée de rochers arrondis faisait frontière entre les collines. On entendait de l'eau couler sous ces tapis de larges pierres. Les Suédois avaient ouvert la mine, comme d'autres, après la destruction de celle de Nasfjall, par les Norvégiens et les Danois, et ils l'avaient fermée quelques années plus tard, comme d'autres. « Venez, dit Eret à Aslak et Isco quand ils eurent fini. Aïla s'avança aussi. Eret posa sa main sur son bras. « À toi, Aïla, tu le sais, pas de femme là où on va. »« Pourquoi? Je n'ai pas fait mes preuves ?»« Les femmes et les enfants savent moins bien résister aux questions sur nos lieux de culte. Vous feriez mieux de vous méfier de Davet et de ceux qui mangent dans la main de Suédois que de moi. » Eret ne répondit pas, mais ne fléchit pas. Aïla fit demi-tour. Elle a du caractère, dit Eret. Elle parle bien, commenta Isco. Aslak, comme souvent, avait l'air ailleurs. Eret reprit la marche. Ils passèrent un arbre portant une marque, la marque de Sakar. Ils n'allèrent pas loin. Ils se trouvaient sur la ligne de crête qui continuait jusqu'au sommet, vers l'ouest. Sans monter jusqu'en haut, Eret redescendit de quelques pas. Des rochers formaient une sorte d'abri, un tiers de cercle, avec un rocher plus gros que les autres à la forme insolite, comme une énorme perdrix à la tête disproportionnée, jusqu'à l'excroissance du bec dont la pointe serait cassée. De ce promontoire, on dominait la mine creusée dans les flancs de la montagne voisine. Sakar venait parfois ici pour se recueillir et faire des offrandes. Il aimait cet endroit, comme celui du sud où il est enterré. D'ici, il voyait la mine. Il avait le recul pour voir tout ce qui se passait, pour sentir. Isco devinait, plus qu'il ne le voyait, le trou dans la roche que les mineurs suédois, lapons et autres, avaient creusé, un étroit tunnel qui ne menait pas très loin dans le cœur de la montagne. Un
un tunnel de la mort. Nombre de ceux qui avaient travaillé là avaient perdu la vie d'un mal mystérieux. C'est la première et la dernière fois que tu passes cette nuit des arbres sacrés, dit Eret. Je sais, acquiesça Isco, le temps d'un souffle entre deux noyés. Voilà, c'était le chapitre 92 du cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Merci, à bientôt.